Bonjour, donc je m'appelle Léonore Blondeau, je représente aujourd'hui le collectif Startup Industrielle France, qui est une association d'intérêt général qui vise d'une part à faire connaître l'existence des startups industrielles en France, parce que c'est vrai que l'écosystème startup a plus ou moins été créé par et pour le numérique et le service, mais finalement depuis toujours il existe aussi des startups industrielles, ça veut dire basées sur des produits matériels ou des procédés industriels, voilà. Donc du coup l'idée c'était de faire connaître cette existence de ces projets-là et d'autre part, d'accompagner l'écosystème qui est plutôt bien organisé. Aujourd'hui, il y a des incubateurs, des accélérateurs, des financeurs, les institutions, les Fab Labs, et bien finalement à pouvoir accompagner aussi bien des projets SaaS, e-commerce, numérique et serviciel que des projets industriels et pouvoir parler de bande test, de moule, de design to cost sans avoir des frissons. Donc ça c'est l'objectif du collectif. Et puis on s'est dit que quitte à relancer et à recréer un écosystème en amorçage adapté aux projets industriels, eh bien autant le faire dans une démarche d'économie circulaire, parce que pour nous l'économie circulaire c'est pas un secteur, c'est vraiment une démarche, une méthodologie, un état d'esprit qui repose sur 7 piliers. Donc c'est pas que la fin de vie, c'est pas que le recyclage, c'est vraiment 7 piliers. Il y a la façon dont on extrait les matières premières, l'éco-conception, l'écologie territoriale, l'économie de la fonctionnalité et ensuite la consommation aussi responsable, parce qu'il ne s'agit pas de produire simplement un objet vertueux, parce que si derrière il n'est pas employé de façon vertueuse par le consommateur, ça n'a aucun intérêt. Et pareil, si le consommateur lui veut avoir une démarche vertueuse mais qui le fait avec des produits qui ne le sont pas, finalement ça bloque. Donc c'est pour ça qu'on voit vraiment qu'il faut que ça parte à la fois du consommateur et du producteur. Et pour cela, ça passe donc par l'industrie circulaire. Et l'industrie circulaire, c'est une industrie qui n'oppose pas économie circulaire et industrie, mais au contraire, pour nous, c'est indissociable. Parce que finalement, tout ce qu'on touche au quotidien, et même les lignes de code qui font la panacée des médias en ce moment, elles reposent avant tout sur des serveurs, des téléphones, des ordinateurs qui sont physiques, qui sont ce qu'on appelle du hardware, donc la traduction anglaise du mot matériel. Et donc il semblait nécessaire de porter également en message secondaire cette voie de l'industrie circulaire, qui est une industrie qui intègre la décarbonation, mais pas que. Parce qu'effectivement, en ce moment, on observe un peu une carbone mania, mais le carbone n'est qu'un des indicateurs environnementaux sur lesquels il faut avoir une mesure et une amélioration. On voit aussi qu'il y a d'autres indicateurs importants comme la biodiversité, les consommations d'eau, d'énergie, les ressources premières rares qu'on peut utiliser, etc., etc. Et qu'en fait, quand on intègre cette démarche d'économie circulaire, et notamment grâce à l'outil de l'analyse de cycle de vie qui est multicritère, et ça nous permet d'intégrer d'une part tous les impacts que pourrait avoir un projet ou un produit, mais aussi de le relocaliser et de lui donner un aspect social. Parce qu'on intègre vraiment toute la chaîne de valeur du développement du projet. Et je parle bien du projet et non pas du produit, parce qu'on se rend compte que si on veut avoir une vraie démarche durable, il faut aussi transformer le business model. Et donc, c'est pas que la façon dont on produit, mais c'est aussi la façon dont on commercialise et que les deux sont intrinsèquement liés. Et donc, du coup, avec le collectif, on souhaite aussi faire passer le message que même une poignée de porte qui n'a pas nécessairement de rôle écologique et social dans son utilisation du quotidien, je parle d'une poignée de porte, mais ça pourrait être un ordinateur, ça pourrait être n'importe quoi. Une poignée de porte, elle peut être produite en Asie par des enfants en multimatériaux non réparables, non recyclables et vendus à l'unité. Ou alors elle peut être produite dans une démarche d'économie circulaire, c'est-à-dire localement, par quelqu'un payé à sa juste valeur, en monomatériaux, réparables, recyclables et vendus à l'usage. Et donc si ça s'applique à une poignée de porte, ça peut vraiment s'appliquer à n'importe quel produit. Et donc, que l'économie circulaire, ce n'est pas un secteur, c'est vraiment une démarche. C'est vraiment un message qu'on voulait faire passer. Et surtout, c'est une démarche qui permet aussi de lancer une dynamique dans les territoires. Parce que on ne pourra pas tout industrialiser à Paris. Donc, il faut vraiment que ça passe. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart je crois que c'est 85% des projets industriels aujourd'hui en France sont en dehors de l'Île-de-France. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que les collectivités locales, les métropoles et les régions permettent ce renouveau industriel par plusieurs moyens. Un, le développement de foncier immobilier adapté. On parle aujourd'hui beaucoup de relocalisation, mais ça c'est surtout pour les
grosses structures, les gros groupes, les PME, les ETI. Mais finalement, il y a toujours eu aussi des gens qui étaient nativement industriels dès leur création sur le territoire, qui d'abord vont dans des Fab Labs, par exemple, ou des petits ateliers de prototypage, et qui après, quand ils passent en pré-industrialisation, ont besoin d'ateliers mixtes de 100 à 500 mètres carrés dans lesquels on peut trouver des bureaux, mais aussi son propre atelier dans lequel on peut faire du stockage, du chargement, du déchargement, du prototypage et de la pré-série. Et c'est ensuite en troisième phase, en phase de grande série, où là il faut des usines de plusieurs milliers de mètres carrés, qui est aussi un sujet. On l'a vu avec France 2030 qui a annoncé la création de 78 sites clés en main permettant de recréer des usines en France. C'est une super initiative et qu'il faut continuer. Mais pour que les gens arrivent jusqu'au stade de l'usine, il faut déjà qu'ils aient réussi à passer la pré-industrialisation. Donc là, c'est vraiment une tranche du développement des projets industriels en amorçage qu'il faut accompagner par l'immobilier et par le financement. Parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème startup, on voit de nombreux fonds d'amorçage existants, à impact ou pas, mais pour la plupart, ils ne financent que des produits serviciels au numérique et très peu, ou alors avec des conditions très compliquées, des projets industriels. Et donc il y a une nécessité aussi aujourd'hui de développer des fonds d'amorçage industriels à capital patient, c'est-à-dire sur des durées de 8 à 10 ans, avec des tickets d'investissement de 1 à 5 millions d'euros, pour financer justement cette phase de pré-industrialisation, donc tout ce qui s'appelle le design to cost, la création des outils de production, des bancs de tests et toute la documentation, les normes et certifications nécessaires ensuite à l'industrialisation de grande série du produit. Donc les deux axes vraiment principaux, c'est le financement en fonds propres, le développement d'un immobilier dans les territoires adapté à l'amorçage industriel, et enfin, et pour moi c'est un peu finalement le nerf de départ, c'est l'éducation. L'éducation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, au vocabulaire de l'industrie, aux étapes de l'industrie et aux besoins de l'industrie en amorçage. Aujourd'hui, on sait plus ou moins parler de SaaS, de e-commerce, de blockchain, de Java, de Python, mais quand on parle de banc de test, de moule ou de design to cost, ça donne des frissons. Donc l'idée, c'est que les gens se réapprivoisent un peu tout ce vocabulaire. On ne leur demande pas de devenir tous industriels, mais au moins qu'ils comprennent un peu les bases et que même une table toute simple, elle nécessite aussi des heures d'ingénierie, des outils de production, des process industriels, et que tout ce qu'on touche au quotidien, et les serveurs, les téléphones et les ordinateurs en premier lieu, ont besoin d'industrie, et d'industrie matérielle réelle. Donc voilà, c'est les 3 messages clés qu'on porte au sein du collectif et qu'on essaye vraiment de porter dans une logique de co-construction avec les acteurs de l'écosystème. Effectivement, il y a un vrai sujet sur recréer un imaginaire autour de l'industrie. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient l'industrie, l'industrie c'est un gros mot quoi. Ils pensent que c'est encore Zola. Alors qu'en fait, aujourd'hui, les industries, c'est plus du tout le même niveau de nuisance que c'était il y a 50 ans. Elles peuvent être propres, elles peuvent être silencieuses et surtout, elles s'adressent à tout niveau de formation. Ce n'est pas que l'opérateur ou que l'ingénieur. Il y en a pour les bacs 0, les bacs plus 2, les bacs plus 3, les bacs plus 5, les bacs plus 10. Il y en a pour tous les niveaux d'éducation. Aussi, si on veut pouvoir produire et consommer, consommer localement, ce n'est pas en ayant les usines à l'autre bout du monde que ça va pouvoir se faire. Donc il faut pouvoir aussi accepter que l'usine revienne dans les territoires urbains et dans toutes les régions de France, en comprenant qu'elles ne génèrent pas les mêmes nuisances que celles étaient avant. Parce qu'il y a aussi des nouveaux modes de mobilité qui permettent d'avoir des mobilités douces dans les ultra-centres et des mobilités peut-être un peu moins douces sur les plus grosses distances. Mais on voit avec l'hydrogène, etc., l'électrique, qu'aujourd'hui, l'industrie, voilà, ça a vraiment pas mal ça a vraiment évolué, c'est plus que c'était. Et donc les territoires et les institutions publiques ont un vrai rôle sur recréer un imaginaire autour de l'industrie, présenter tous les différents métiers qu'on retrouve dans l'industrie et qui sont à travers tous les secteurs. Et voilà, former le grand public, mais aussi les acteurs de l'écosystème en amorçage. Et il y a un super événement pour ça qui aura à nouveau lieu enfin l'année prochaine, qui s'appelle l'usine extraordinaire, où nous on sera évidemment présents, qui permet en fait aux classes de collège, de lycée et puis de l'enseignement supérieur de venir sur l'événement et de voir en vrai la reproduction de chaînes industrielles de production
et de toucher finalement du doigt c'est quoi l'industrie aujourd'hui. Parce que finalement, tant qu'on n'a pas mis dans les mains, mais aussi des financiers. Moi, personnellement, avant j'étais entrepreneuse, j'avais fait venir mes banquiers et mes investisseurs sur notre site de production pour leur dire ça c'est notre banc de test, ça c'est notre prototype, ça c'est notre stock de pièces détachées. De montrer, on a la chance d'être sur un secteur où on peut montrer, toucher les choses. Et ben, pourquoi on a mis des barrières en fait? Les gens ils devraient pouvoir rentrer, pas dans une usine comme dans un moulin, mais en tout cas de pouvoir y avoir accès d'une façon ou d'une autre et qu'il y ait vraiment un nouveau lien qui se crée entre l'industrie et le grand public.